Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission Autour du conte. J'ai l'insigne honneur aujourd'hui de recevoir une personne, un artiste qui a une identité plurielle, qui touche un peu, pas à tout, mais qui touche à plusieurs disciplines, le conte, l'écriture, la mise en scène, la radio, et ça je trouve ça important ici aujourd'hui, et la drague. C'est une personne qui occupait cette chaise ici, où je suis, l'an dernier, à l'animation d'émission La Cabane à Conte, et qui était diffusée le vendredi soir. Bienvenue, Charlie Mulot. Merci pour ton accueil, Francis. C'est un plaisir, je le disais, surtout que depuis le mois de septembre, on a tenté à plusieurs reprises de faire concorder les C'est vrai. agendas. J'ai même que dès le début, j'aurais souhaité que tu sois là à la première émission, mais il y avait une certaine activité, une certaine marche des sommeurs de contes qui retenait un peu tout le monde en haleine et puis qui a bousculé nos plans, mais nous y voilà aujourd'hui, ici, à cette émission. C'est parfait, puis ça tombe bien parce qu'en plus ce soir, je vais être au Dimanche du Conte pour une soirée que je trouve importante, alors c'est parfait. Oui, ben ça, on doit l'avouer que j'ai pris la barre de cette émission-là, surtout parce qu'on était juste avant les Dimanches du Conte et qu'on a beaucoup et souvent des artistes qui passent au Dimanche du Conte. Ça permet d'arrimer les deux et c'est souvent plus simple. Et en plus, on peut discuter du spectacle. Mais tout d'abord, on va parler un peu de toi parce que j'imagine que tu as fait parler beaucoup de monde à ce micro, toi, mais que jamais tu as trop pris la place de l'invité ou de la personne qui en dit un peu plus. Non, non, tout à fait. Alors, tu nous arrives ici au Québec, Charlie, partant du nord de la France autour de 2019. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'amène par ici? C'est un parcours étudiant ou... Non, pas parcours étudiant. Je connaissais le Québec un petit peu pour avoir une famille mixte. J'ai de la famille ici, des OK. oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Moi, je faisais déjà du spectacle en France, plutôt théâtre, théâtre de rue, théâtre d'appartement et d'écriture. Puis, j'avais l'impression que je commençais à stagner un peu dans ce que je faisais et j'ai voulu comme m'offrir une espèce de page blanche, une possibilité de voir ce que j'avais envie de faire. Donc je suis venu à la base en PVT, un permis vacances-travail de 2 ans, Mhm. et là je suis résident permanent depuis septembre. Ah, ben félicitations. Merci. Donc, c'est le goût de s'installer, là, le goût de continuer à travailler, Ouais, jeter les bases, même bâtir sur ce qu'il y a déjà ici. complètement. Oui, mais j'envisage pas de repartir, et puis en arrivant j'ai découvert tout un tas d'affaires, dont le compte que j'ai commencé Ben, c'était ça à Montréal. c'est ça qui m'amenait, parce que là, tu nous avais parlé de théâtre, mais tu découvres comment le conte? Qu'est-ce qui t'amène là? J'ai quand même toujours côtoyé le conte. Ouais. Moi, je viens de Picardie. Il y avait un festival conte d'automne où j'allais tous les automnes avec ma mère et ma grand-mère. Donc, j'ai pas découvert ça. Puis les spectacles que j'écrivais étaient quand même sans quatrième mur, adresse directe, pas vraiment de personnages, ou des personnages qui venaient raconter des histoires. Donc, on était dans une forme théâtrale qui ressemble au conte. Ouais. Puis je débarque, j'arrive au Dimanche du Conte, j'arrive au festival interculturel, je découvre Michel Faubert, La Veillée de la Mort, il était accompagné par Bernard Falaise. Je découvre tout ça et vraiment ça me cloue à ma chaise et je me dis, ben c'est ça. C'est ça que tu vas faire les prochaines années. Il y a un beau milieu et on fait tout pour s'y intégrer. Mais complètement, et puis le milieu, genre, je rencontre ce monde-là, une soirée au Dimanche du Conte, je parle avec Yolène, qui est une conteuse de Québec. Qui organise beaucoup de contes dans la ville de Organise Québec. beaucoup de choses. Yolène, elle me dit, ben, il y a le regroupement du conte, tu peux faire des formations. De là, je me retrouve à faire une formation avec André Lemelin. Puis après, tu sais, genre comme ça a déboulé, puis le milieu a été super accueillant. C'est magnifique. Et tu as un parcours qui est influencé, voire préoccupé par des causes, des choses comme le féminisme, les causes sociales, le mouvement queer. Ça, tu as décidé de l'intégrer à ton travail, mais tu fais ça comment? Écoute, les premières années, c'était pas forcément présent dans mon répertoire de contes. C'était un peu plus récent. Mhm. Euh, c'est beaucoup dans le choix des histoires, le choix de tu sais, comme on choisit des histoires qui nous touchent. Puis je ne suis pas touché que par des préoccupations sociales, mais c'est vrai que c'est une grande partie de ma vie. Oui, c'est ça, quand Je- quand ça nous habite, il y a quelque chose qui vient prendre une certaine place. Ouais, exactement. Ça fait que j'ai comme construit un répertoire qui essaye de raconter des trajectoires différentes, des identités moins normatives. Après, c'est pas les seules choses que je raconte. Moi, à la Mhm. base, j'ai comme un amour pour les histoires maritimes. Je continue de raconter des histoires de pêcheurs et des fonds de marins. Et j'aime toujours autant ça. Donc tout mon répertoire n'est pas comme dans une orientation sociale, queer, politique. Mais c'est vrai que de plus en plus, ça teinte mon travail et mes recherches. Et aussi parce que je trouve qu'il y a comme une urgence qui se crée
en ce moment, tu sais, comme l'arrivée de Trump, une espèce de montée du fascisme, et comme beaucoup un espèce de discours qui revise à comme cibler les étrangers, cibler les femmes. Tout ce qui n'est pas parfaitement lisse et poli. Là. Complètement. Puis je pense qu'avec le conte, on est quand même des... C'est-tu François Lavallée qui dit des artisans de l'imaginaire, ou je ne sais plus exactement, mais tu sais, on travaille l'imaginaire, c'est comme notre outil principal. Donc je pense que comme participer à construire un nouvel imaginaire collectif, c'est important. Et l'une de mes recherches principales, c'est de trouver dans le folklore ou dans la mythologie des traces d'identité queer. Je pourrais réécrire des petits chaperons rouges, non-binaires. Oui, puis ça se fait. Puis je trouve ça important. C'est pas ma démarche. Moi, ma démarche, c'est vraiment chercher dans les archives folkloriques, chercher dans les contes merveilleux, chercher dans la mythologie grecque des figures queer, trans, lesbiens, pour un petit peu amener, genre, on a toujours été là, on a toujours été invisibilisés, mais on a toujours été là. Oui, parce qu'il y a une grande frange de ce qu'on va avoir, surtout dans le conte, qui va être très typée d'une Europe, surtout ici, là, d'une Europe du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, donc avec des rôles et des personnages qui sont les reflets de leur époque. Là. Et encore, je ne suis pas sûr que les époques elles étaient si normatives. Non, probablement pas, mais... C'est beaucoup les reflets comment dire, les folkloristes, les gens qui ont collecté les histoires. Quand c'est devenu littérature et que c'est couché sur papier, il y a des gens qui teignent, qui mettent ce qui reflète probablement soit leurs valeurs ou les valeurs d'une époque pour pouvoir avoir un pliage public. Complètement. Et je leur en veux pas pour ça. Tu sais, les Charles Perrault, ils ont comme... Les Grimm. Les Grimm, ils ont fait exactement ce que je fais. Ça veut dire transmettre les histoires à travers leur propre imaginaire, leur propre idée. Simplement, leurs idées, elles étaient comme très blanches, très chrétiennes et très patriarcales. Et je pense qu'avant ça, ce qu'on trouve dans les archives, les contes qui ont comme été transmis à l'oral, ils étaient moins patriarcales, tu sais, genre comme, il y avait des trucs beaucoup plus sauvages, des trucs beaucoup plus païens, moins centrés sur la religion, sur la morale. Donc c'est un petit peu essayer de retrouver des vieilles pièces de puzzle et puis reconstruire des histoires à partir de ça. Ouais, puis c'est certain qu'en plus, au Québec, on a une couche de religion de plus par rapport à tout ce conte folklorique-là, où la place du diable et de la religion est très présente. Là, oui, bien sûr. C'est sûr qu'il faut essayer de dépêtrer ça. Mais tu vas aborder ça, là, tu vas adapter certaines choses. Et est-ce que tu as des résultats de ça, qui sont sortis dans des spectacles ou, Oui, je t'avoue que c'est beaucoup de recherche quand même. Après, comme je disais, ce n'est pas les seules choses que je raconte. Le répertoire maritime me passionne, les enjeux de parentalité, de famille me touchent beaucoup, donc je raconte aussi des histoires qui vont dans ces chemins-là. Mais tu sais, j'aurais juste envie à ce moment-là comme de nommer d'autres personnes qui font des recherches proches des miennes. Il y a mon ami Fano Madix, Fano qui comme fait un travail à l'intersection du conte merveilleux acadien, sa culture acadienne, avec le chiac, et en même temps son identité queer. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il joue toute la semaine prochaine un spectacle à la Chapelle. On en a parlé... De quoi? Ouais, on en avait parlé il y a 2 semaines ici. OK, Conte Bright comme un diamant. T'es impliqué là-dedans? Oui, moi je l'ai comme accompagné en collaborateuriste depuis le début et je fais la régie, je suis à la son et lumière du spectacle. Puis là, il faut aller voir ça, c'est comme on est vraiment, c'est comme l'exemple même, on est dans le conte merveilleux et on est dans une perspective queer et en même temps acadienne, d'une minorité linguistique. Tu sais, puis voilà, Fano comme mélange tout ça depuis quelques années, il y a Dany Tardif, qui est comme une bonne amie qui fait aussi un travail génial. Il y a Migal, mais il y a d'autres personnes. C'est vraiment une espèce de nouvelle tendance, là, genre queer, trad queer, que je vois émerger, où on s'intéresse aux contes traditionnels. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Il y a la même chose dans la musique. Il y a comme des chanteuses qui sont en train de dépoussiérer du répertoire de chants traditionnels. Pareil avec la danse. Pareil. J'ai des amis, je connais les filles de Galant Tu perds ton temps, ouais. qui étaient toutes heureuses, on en est de trouver une chanson, probablement, d'une femme qui en a mis une autre. Ouais. Et qui a enregistré ça. Et là, il faut. Non, le texte est écrit, c'est une femme qui chante et elle aime une amie. Et tout à fait. Et c'était une belle trouvaille pour elle. Tout à fait. Il y a Galant Tu perds ton temps qui a ouvert la voie là-dedans. Maintenant, il y a un groupe Germaine qui sont formidables, beaucoup entre Montréal et le bas du fleuve. Là, il y a Volage qui est le tout nouveau groupe avec aussi des gens qui font un travail super. Voilà. Je sens qu'il y a comme une espèce d'effervescence autour des enjeux queer dans le milieu, dans le répertoire trad. Et toi, ultimement, mettons, comme
comme but, tu me disais ça dans tes notes, mais tu aimerais pouvoir créer une veillée autour de ça, parce que tu me parles beaucoup de trad, tu me parles de plusieurs disciplines. Ton Ben, rêve, disons, ou si tu as la possibilité, est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'horizon? C'est des choses qui sont dans l'horizon. On peut pas encore, tu pourras annoncer des choses bientôt. Là, on peut pas encore donner de date. C'est pas encore officiel dans des programmations, mais on est en train de travailler. Je suis en train de travailler sur une veillée. Moi, la danse, la musique, là, c'est vraiment un plaisir amateur. C'est pas mon métier, mais j'adore ça. J'ai toujours aimé ça danser, et puis les chansons trad. On est en train de Moi, j'aimerais ça qu'on remonte des veillées où on remélange un petit peu. Souvent, le conte est plus présent dans les veillées. Voilà, remonter des veillées traditionnelles, remixer les différentes pratiques et en plus essayer de les rendre plus inclusives en accueillant aussi des nouvelles générations. C'est un petit peu des projets que j'ai. Ouais. Parce que là, tu me parles du terme veillée, qui moi aussi qui est beaucoup dans le trad. Tu parles d'une veillée qui va inclure une vraie veillée, ou en tout cas une veillée comme on aurait pu les avoir, c'est de la chanson, de la danse, du conte et de la musique. Ouais. Ça, tout ça, pas un plus en avant que l'autre. On passe à une étape, on danse un peu, on écoute une histoire. C'est ça. Donc là, je suis un petit peu en train de réfléchir dans quel ordre ça fait du sens. Parce que quand on danse dans une veillée, on n'a pas envie de s'arrêter toutes les 15 minutes. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de m'arrêter toutes les 15 minutes pour entendre une chanson. Quand je danse, je danse. Donc, on est en train de réfléchir à la structure. Est-ce qu'il vaut mieux danser une bonne heure, se poser avec une tisane ou un café et puis écouter une histoire? On est en train de construire ça avec les amis. Dany Tardif, Fanomadix, avec Flo aussi de Germaine. On réfléchit à tout ça en ce moment. Je vois que tu as des bonnes amitiés, de bons contacts dans tous les bons domaines pour que ça puisse se faire, que ça puisse se faire et de belle façon. Puis en plus, tu me parles de plusieurs personnes assez jeunes, nouvelle génération. C'est un souffle qui ne peut qu'être bénéfique et révélateur même pour plusieurs personnes. Mais moi, c'est genre comme faire des spectacles, c'est mon métier depuis longtemps, donc je participe aussi à ça. Je fais du conte sur scène, seul ou accompagné par un pianiste, Nicolas Villeneuve. Mais genre, moi, ce qui m'intéresse ultimement, c'est comme les rassemblements. Donc, bien sûr, je vends des shows, je suis seul, machin, mais tu sais, genre comme être avec du monde, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, trouver des gens qui sont motivés à réfléchir à ces questions-là et à défendre. Tu sais, une veillée trad, c'est pas genre la veillée de Charlie Mulot ou de Francis Lézillet, c'est la veillée trad. Et les gens, ils viennent pour ça. On met moins de l'avant les personnalités, ouais. Et on vient pour le moment qu'on va passer ensemble et pour le répertoire. C'est dans la même tradition que les cabarets, où il peut peut-être avoir une personne qui anime, mais il y a un rassemblement de disciplines diverses qui vont se nourrir et s'appuyer les unes sur les autres. Complètement. Tous les cabarets de drague, de burlesque, de performance, les cabarets queer ont exactement ce truc-là. Je suis bien d'accord avec toi. On se rassemble et puis on présente plusieurs numéros et aussi on est un petit peu en marge. Pour moi, le trad, c'est un peu en marge comme les arts performatifs queer le sont. Pour en faire depuis plus de 25 ans, je peux te le confirmer que ça reste toujours en marge. On aimerait plus de visibilité comme dans le conte, mais ça fait quand même de beaux rassemblements. Et ça tient grâce aux passionnés, ouais. Les gens qui viennent sans cesse pour comme... C'est des milieux un peu plus précaires que d'autres, mais il y a comme tellement de gens qui viennent nous écouter ou danser que ça donne l'énergie de continuer à faire tout ça. Le temps passe si vite, en bonne compagnie. On va écouter une chanson que tu as choisie. J'aimerais ça que tu nous l'introduises, puis après ça, on écoutera un conte que tu voudras bien nous faire. Oui, bien sûr, Jan Hadid, une chanson qui s'appelle War is Coming, qui je trouve une chanteuse que j'aime et puis qui raconte quelque chose de, je pense, une résistance à laquelle on doit se préparer, surtout nous ici en Amérique du Nord, au Québec, avec ce qui se passe un peu plus au sud, avec Trump et puis la montée du fascisme. Je me disais que ça avait à voir avec ça, avec ce titre. Sur notre chaîne YouTube, la chanson ne peut pas être diffusée. Mm-hmm. On reste en onde, mais... Ouais, je me souviens. 17... Ouais, ok, c'est un chronomètre montant, donc là il reste 13 minutes. Ah, c'est l'heure qu'il est en fait. C'est l'heure qu'il est. Oui, il reste un 15 Parce que moi, ce que je fais, c'est que je me mets l'heure dans la demi-heure. Ouais. Fait que là, on est dans les temps. On est absolument dans les temps. Parce que là, je me mets toujours un peu de buffer, comme on appelle. Ouais. Je me suis mis 3 minutes pour la tune, tu l'as présenté, puis là. Oui, on est en plein dans les temps. C'est super.
Au début, je faisais ça aussi, de demander des tunes aux invités. J'ai trouvé ça, des fois, je trouvais ça un peu long de les relancer, tout ça, donc j'ai fini par. J'ai aucun problème. Tout le monde me donne sa chanson. Super. Ben, avec le document de pré-entrevue, ça marche bien. Ouais. Puis des fois, comme rendu au vendredi, s'ils m'ont rien envoyé, hey, salut. Ouais. Puis j'ai pas eu de. Tout s'est bien passé, en fait. Depuis. Super. On va être à notre 23e ou 24e émission. Ouais. Non, c'est bien rentré. Puis j'ai aussi, ça va être le fun que tu invites des gens que j'ai comme pas pu inviter. Franck Sylvestre n'était pas venu à l'émission. Franck, c'est surtout que Karine devait être là. Puis Ouais. comme il se passait des choses dans son actualité à lui, Ouais, vous vous êtes dit, ouais, elle m'a dit, veux-tu l'accueillir à la place? Je dis, oh, oui, moi, ça va me faire plaisir. Puis même s'il faut brasser un peu de. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Ouais. Parce Moi, qu'il était plus politisé. Puis... Mes deux grands, parmi mes grands regrets, il y a comme. Voyons, Mike Burns. Ouais. Mike Burns, ça n'a pas marché. Et 30 secondes. Et Jocelyn Bérubé. J'ai failli aller chez lui pour enregistrer l'émission, mais ça ah, il n'est pas sorti. Là. Non, c'est ça. La chanson est presque finie. Ouais. Alors, Charlie, je te laisse le micro pour un bout d'histoire. Un bout d'histoire. Je ne vais pas vraiment raconter un conte, mais un petit peu traverser les recherches que je suis en train de faire en ce moment dans la mythologie grecque, autour des figures trans et queer. La chanson que j'ai choisie, A War is Coming, fait aussi référence à l'histoire que je vais raconter ce soir, au dimanche du conte, au cabaret Flirt et Fracas, qui est une histoire de Dionysos qui arrive à Thèbes pour comme s'opposer à un tyran. Parce que dans ma perspective, on a toujours invisibilisé les identités minoritaires. Et Dionysos, par exemple, c'est un dieu super fluide. L'image qu'on en a aujourd'hui, c'est comme un espèce de mon-oncle, bedonnant, alcoolique. C'est le fun, je pense qu'il est aussi ça. Mais on trouve aussi des traces dans des tablettes où on raconte que ses longs cheveux, il était maquillé, des fois habillé en robe. Et il y a des histoires qui racontent que, comme c'était le fils illégitime de Zeus, Héra, la femme de Zeus, voulait comme le tuer. Donc il a grandi dans le Péloponnèse, la Turquie actuelle, et on raconte, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, que dans la maison où il a grandi, c'était un petit garçon, et quand il sortait, il mettait des robes, il se maquillait, il mettait des perruques. Alors les historiens, ils se disent, bon, ben, c'est sûrement pour se protéger d'Héra, il se travestissait pour être une petite fille. On peut aussi penser que c'était comme une personne non binaire ou peut-être comme un dieu fluide. Il y a cet exemple-là, mais il y a aussi l'exemple de Tirésias, qui est comme un personnage fascinant. C'est un devin, un gars qui un jour se promenait dans la montagne, il voit deux serpents en train de forniquer, il les sépare. Il faut pas empêcher la nature de se faire dans la mythologie grecque, donc il est puni, changé en femme. Puis il redescend de la montagne, il se marie, il fait des enfants, et puis Tirésias devient une femme, et puis après va redevenir un homme. Ça va donner une histoire un peu cocasse avec Zeus et Héra qui se disputent pour savoir qui prend le plus de plaisir au lit. Alors ils vont voir Tirésias, qui est l'une des seules personnes qui a vécu les deux expériences. Donc Tirésias, c'est une personne qui a comme une figure, qui a comme fait plusieurs transitions au cours de sa vie. Et rapidement, j'ai évoqué Caïnous, qui est comme la seule histoire de personnage transmasculin que j'ai trouvé. Donc une princesse qui va comme devenir un homme, un guerrier grec invincible, qui va affronter une armée de centaures. Toutes ces histoires-là, moi, je ne les ai pas inventées. Je les ai cherchées, je les ai trouvées. Dénichées. Certaines plus connues, comme Tirésias, Caïnous, l'histoire de Caïnous, ce guerrier transmasque. Genre, ça a été des mois de recherche avant de trouver une histoire qui ressemble à ça. Donc, on n'a pas grand-chose, on a quelques bouts de traduction, on a une image sur une amphore, puis après, moi, je construis autour de ça pour rendre ces histoires-là racontables. Donc ça, c'est une partie des recherches que je fais en ce moment. Et c'est ce que je vais raconter ce soir-là. La naissance de Dionysos et l'arrivée de Dionysos à Thèbes avec tout son cortège de nymphes et de satyres qui viennent renverser le tyran,
le tyran misogyne et patriarcal qu'est Pente. Alors ça va être ce soir au Dimanche du Conte. Oui. Cabaret, flirt et fracas. Tu y seras sur scène, mais on peut d'ores et déjà annoncer que tu vas aussi reprendre la direction artistique de ce cabaret-là, qui se tient à chaque année au Dimanche du Conte. Jérôme Bérubé te passe la main, comme tu m'avais passé la main pour l'émission de radio. Et là, on va se retrouver tous les trois ce soir au Dimanche du Conte, avec une foule immense, parce que là, c'est une soirée parfaite pour écouter du Conte. On va s'arrêter quelques instants, puisque j'ai fait une entrevue avec Héloïse Michel et Juliette Jambard à propos du labo. On écoute ça. Juste prendre en note qu'on avait fait l'entrevue qui devait être diffusée il y a 2 semaines. On n'a pas pu. On a la date du 13 février qui va friser les oreilles peut-être, mais on va annoncer plus tard à quelle date se tient leur prochaine soirée labo. Frédéric. Alors, je suis en compagnie d'Héloïse Michel et de Juliette Jambard. Parfait. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, Francis. On est là pour parler d'un projet Héloïse. d'anime tout particulièrement. Connais-tu Héloïse? des mois Ouais. Toute l'énergie. Comment exactement? J'espère qu'elle sera là ce soir. Ouais, mais Elle est comme là souvent, et là avec la Mais trompette. on disait en micro que Ouais, déjà, mais la Ouais, fête les jeunes Montréalais, c'est quoi ça, ce labo-là? on y va. En fait, le labo, c'est une scène Ouais, ouverte. en plus, on est content de l'avoir. Elle débarque, puis Elle ramène du monde. Elle amène du monde. À chaque fois, je la vois dans des petites tablées, tu sais, genre au Dimanche du Conte, avec Ouais. des Écoute, je pense une fois, elle est venue seule cette année, mais il y a toujours du monde autour d'elle. Ouais. Public jeune, ça aussi, on aime ça. Fait du bien. C'est la tranche de public qu'on a de la misère à rejoindre. Bien sûr, ouais. Parce que à cause de la multiplicité des réseaux, puis Ouais. la difficulté de faire de la publicité, on parle aux gens comment maintenant. Là, ça, c'est Ouais. la chose à laquelle on essaie de réfléchir le plus, mais on n'a pas de réponse sinon d'être sur 8 plateformes, puis de Ouais. ça. Oui, puis je pense qu'il y a, tu sais, on va pas rentrer dans des grandes analyses historiques, mais il y a eu comme le renouveau du conte. Puis là, j'ai l'impression qu'on est un peu entre 2 époques. Il y a eu le renouveau du conte, après le conte scénique. Puis là, peut-être ça flotte un peu, mais Ça, oui, mais de rejoindre le public, c'est le grand défi, tu sais. ouais. À une époque du Journal Voir qu'il y avait ici, tu faisais de la pub dans le Journal Voir, puis les gens te voyaient. Ouais. Tout le monde en culture se référait à ça. Mais là, on rejoint. Bon, tu peux faire pub télé, les gens n'écoutent pas la télé, les gens, en tout cas. C'est déserté sur Facebook, ils sont plus là. Là, oui, Instagram, oui, mais on pédale fort, on essaie toutes sortes de choses. Mais oui, Mais c'est surtout pour les rejoindre. Après ça, Là, tout le monde est s'ils font partie du spectacle, ben, d'autres personnes vont venir les voir. Ouais. Ça aussi. Là. Ouais. Mais on s'est même réunis plusieurs personnes autour des Dimanches Contes pour réfléchir à ça, essayer de trouver des pistes. Puis Ouais. c'est le plus grand défi des 5-6 dernières années, je dirais. Ouais, bien sûr. Puis ça donne aussi comme on a envie de créer des trucs un peu intergénérationnels. Tu sais, dans l'idéal, sur scène, il y a des conteurs-conteuses de 17 à 80 et dans le public aussi. Mais c'est des défis à atteindre des publics différents, mais c'est les plus beaux moments, je trouve, quand le public il est comme vraiment varié. Le genre de choses que tu vas voir à 3 pistoles, tu vas être dans la salle. Complètement. Tu regardes la salle, Complètement. ça là. Ouais. Ça aide aussi quand une région a adopté, tu sais. Ouais. Tant que 3 pistoles a adopté le compte, autant que la Naudière est encore trad. Ouais, 100%. Tu vois ça en mémoire racine aussi, là. Ouais. Ça, c'est... Je l'ai vécu aussi un peu en Gaspésie, au festival gaspésien, la Pointe Sec. Ah, je le connais pas, ça, là. C'est un petit festival, mais genre, j'ai été invité il y a 2 ans. Et ouais, c'était. Il y a comme des néo-gaspésiens, gaspésiennes, des gens de la place, de tout âge, etc. Et on travaille avec des artistes du coup, en IA qui, eux, mettent en place des formes de mise en scène visuelle en direct avec les mots qui sont capturés au long de la soirée. Donc ça crée toujours des moments assez forts que la machine devienne. On va peut-être avoir le temps de parler Laboratoire de présenter qui va être là ce soir, Ouais. plus en détail. Ouais, super. Il y a des pouces partout, on peut être allongé, venez avec ce que vous voulez comme
avenue des Pins, à Montréal. Oui. Tout ça est noté. Merci beaucoup, mademoiselle, de ce projet que j'appellerais, que je surnommerais, en tout cas, que je décrirais comme étant de l'art à l'état pur. Oh! C'est beau! Ben, merci. On s'y retrouve le 13 février prochain. Ouais, merci beaucoup. On s'embrasse. Merci, au revoir. De retour avec Charlie Mulot. Super, c'est beau hein, leur enthousiasme là. Oui, oui. Créer des nouvelles soirées où il y a de l'oralité. Absolument. c'est Et formidable. aussi de l'art, comme je l'ai dit, de l'art à l'état pur parce que tout est permis ou presque, tout est possible en fait sur cette scène dans un laboratoire. Parlant de choses qui sont permises et qui parfois sont surprenantes, la soirée Cabaret Flirt et Fracas, qui réunit et le conte et l'interdisciplinarité, ce mot, Tout à fait. l'interdisciplinarité, Bravo. et entre autres la drague. Et qu'est-ce qu'on aura ce soir? Puisque là, on a un petit peu changé nos plans aujourd'hui parce qu'il y a une certaine tempête. Il y a une certaine tempête. On a quand même du monde qui vient de loin et c'est excitant. Au niveau du conte ce soir, il y a Jérôme Bérubé, donc le fondateur de la soirée Flirt et Fracas qui va animer avec moi et raconter. Il va y avoir Valérie Deschamps, mais tempête oblige, elle a dû annuler sa venue. Il va y avoir Camille Montagne qui comme conte en Haute-Gaspésie. Donc, elle n'est pas arrivée aujourd'hui, elle. Elle n'est pas arrivée aujourd'hui. Et on a de la chance parce que je trouve que c'est quelqu'un que... Moi, j'ai compté avec elle plusieurs fois dans l'Est et c'est formidable ce qu'elle fait. Et moi, je vais raconter une histoire. Et au niveau du drag, on va avoir la freak du show qui vient de Sherbrooke. On va avoir Captain Tender, qui est un drag king montréalais. Et les amis de Volage, groupe de chantrade, qui ils vont venir nous faire chanter et répondre avec elle. Donc, on se donne rendez-vous ce soir. Si vous voulez avoir un billet gratuit, vous dites à la porte le mot fracas. Fracas. Merci Charlie Mulot. On te suit avec ton spectacle Voyage d'Aël, avec le circuit Parole Vivante. On peut voir ça un peu partout. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent. On va écrire ça sur on va tout noter ça sur notre chaîne YouTube. Super. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Restez avec nous pour l'émission Excusez-la après qui nous suit. Bonne semaine.